Bonjour à tous. Lors du précédent webinaire, nous avons vu qu'il existait deux types de sources de lumière. Les sources de lumière naturelles et les sources de lumière artificielles. Les illuminants normalisés sont une description technique, mathématique, des sources lumineuses sous forme de graphiques ou de tableaux. Pour rappel, voici les principaux illuminants standards et leur domaine d'application. Pour caractériser l'objet, nous avons vu qu'il était possible de mesurer sa réflexion à l'aide d'un spectrocolorimètre. Il existe trois différentes géométries de mesure. La géométrie diffus 8 degrés, on a un angle de 8 degrés ici. La géométrie diffus 0 degré et la géométrie 45-0. L'objet est caractérisé par son spectre de réflexion qui est indépendant du type d'éclairage mais pas de la géométrie de mesure. Enfin, nous avons vu que l'observateur a été défini par ses fonctions colorimétriques x, y et z. Aujourd'hui, nous allons voir comment la CIE a pu obtenir des valeurs numériques pour cette perception colorée afin de faciliter les échanges industriels et commerciaux. Le calcul des composantes trichromatiques, appelées aussi coefficients tristimulaires x, y, z, s'effectue par les formules suivantes. P lambda est la distribution spectrale relative de l'illuminant. Petit x, petit y, petit z lambda sont les fonctions colorimétriques de l'observateur standard 2 degrés ou 10 degrés. Enfin, R lambda est le spectre de réflexion de l'échantillon. Le domaine d'intégration est le domaine du visible, c'est-à-dire entre 400 et 700 nanomètres. K est le coefficient de normalisation pour que le maximum des valeurs tristimulaires soit égal à 100 dans le cas du diffuseur blanc parfait. Le diffuseur parfait est un objet qui réfléchit la lumière à 100% à toutes les longueurs d'onde. Donc les valeurs x, y, z seront comprises entre 0 et 100. Nous allons prendre la distribution spectrale relative de l'illuminant D65, qui est la lumière du jour à 6500 Kelvin, entre 400 et 700 nanomètres avec un intervalle de 10 nanomètres. Donc nous prenons toutes ces valeurs et nous allons les multiplier par les valeurs de réflectance, toujours entre 400 et 700 nanomètres de la pomme. Le troisième facteur est la fonction colorimétrique de l'observateur standard 10 degrés, 1964, entre 400 et 700 nanomètres. En multipliant toutes ces valeurs, longueur d'onde par longueur d'onde, et en faisant la somme, nous obtenons une valeur totale de 61,34. En multipliant cette valeur par le facteur de normalisation, nous obtenons une valeur grand X de 58,1. De la même manière que pour grand X, les calculs s'effectuent pour grand Y et grand Z, suivant la même procédure, en remplaçant la fonction colorimétrique petit x par celle de petit y et de petit z. Voilà. Nous obtenons les valeurs tristimulaires grand X, grand Y, grand Z pour l'illuminant D65, la pomme et l'observateur standard 10 degrés. Si nous changeons l'illuminant, nous passons de D65 à A, qui correspond à la lumière émise par une ampoule incandescente de 100 watts, nous voyons que les valeurs tristimulaires changent aussi. Grand X, grand Y, grand Z, 84,2, 49,6 et 1,9. La pomme apparaît donc plus rouge, plus claire et moins bleue que sous D65. Pour quelle raison? En fait, cela vient de la couleur de la lumière de l'ampoule, qui est rougeâtre par rapport à celle de la lumière du jour. Comme la pomme réfléchit beaucoup les longueurs d'onde rouges, cela accentuera sa teinte rouge.
la même pomme donne des valeurs tristimulaires différentes en fonction de l'illuminant. L'objectif de ce système de valeurs trichromatiques est de rendre la détermination de la valeur de la couleur aussi simple que possible, avec les conditions suivantes. Tous les stimuli de couleur ont une valeur positive entre 0 et 100. Les stimuli de couleur non colorés conduisent à 3 valeurs x, y, z égales. Le blanc idéal a pour valeur trichromatique grand X égale grand Y égale grand Z égale 100. La luminosité est décrite directement par la valeur trichromatique grand Y, appelée aussi facteur de luminance. Dans la plupart des espaces colorimétriques, la couleur est identifiée par 3 grandeurs, une pour la clarté et 2 autres pour la chromaticité. C'est la teinte et la saturation. La CIE a donc choisi de représenter les couleurs dans un plan orthogonal, à 2 dimensions donc. Cela représentera la chromaticité. Pour cela, la CIE a reformulé à partir de son modèle tridimensionnel grand X, grand Y, grand Z, un nouvel ensemble de coordonnées chromatiques noté petit x, petit y et petit z. Les valeurs petit x et petit y sont calculées à partir des 3 composantes tristimulaires grand X, grand Y et grand Z. Et la valeur petit z, elle, peut être déduite des 2 autres grâce à cette relation petit x plus petit y plus petit z égale 1. On gardera néanmoins la valeur grand Y comme facteur de luminance. On obtient ainsi un modèle bidimensionnel appelé diagramme de chromaticité ou modèle CIE petit x, petit y, grand Y qui permet de définir précisément l'ensemble des couleurs. Les coordonnées de chromaticité x et y sont comprises entre 0 et 1. Mais toutes les couleurs réelles ne se retrouveront qu'à l'intérieur d'une zone appelée le domaine des couleurs du visible. L'axe grand Y, perpendiculaire au plan de chromaticité petit x, petit y, représente le facteur de luminance. Plus grand Y est grand, plus la couleur sera claire. Voici donc le diagramme de chromaticité qui donne une indication sur la teinte et la saturation de la couleur. Dans ce diagramme, les coordonnées trichromatiques des couleurs pures, du spectre visible, forment une courbe en forme de fer à cheval, appelée le lieu du spectre, ou spectrum locus. Nous partons de 400 nanomètres, les violets, 450 les bleus, 530 les verts, 580 les oranges et 700 les rouges. Ces couleurs sont pures, monochromatiques. Par contre, sur la droite des pourpres, ce ne sont pas des couleurs pures, mais des mélanges de violet et de rouge. Au centre se trouve le point blanc, un point blanc neutre de source d'égale énergie, X égale 0,33, Y égale 0,33. Dans la partie supérieure se trouvent les verts, ici. Dans la partie basse de gauche, les bleus et les violets. Et dans la partie basse à droite, les rouges. Nous allons maintenant définir une couleur rouge qui a pour composante tristimulaire grand X égale 31,10, grand Y 18,37, grand Z 10,35, sous l'illuminant D65 et l'observateur 10 degrés. En utilisant les formules de la CIE, nous trouvons petit x égale 0,5199 et petit y 0,3071. Il est possible alors de placer cette couleur dans le diagramme de chromaticité, ici, voilà, x, petit y. Et si nous traçons la droite qui passe par le point blanc et cette couleur, et que nous continuons jusqu'au lieu du spectre, nous obtenons la longueur d'onde dominante. Ici, nous avons 650 nanomètres. Voilà. Ici, c'est une couleur pure. Il faut savoir que toute couleur est représentée par un point à l'intérieur du diagramme de chromaticité et peut être considérée comme un mélange.
d'une couleur pure et du point blanc. Donc notre rouge est un mélange de cette couleur pure à 650 nanomètres et de notre point blanc venant de la lumière D65. Nous pouvons donc calculer la pureté colorimétrique de ce rouge en faisant le rapport entre les longueurs entre le point blanc et la longueur dominante, donc cette distance, et le point blanc et l'échantillon de couleur rouge. Si la couleur du mélange est proche du lieu du spectre, donc ici, alors la pureté sera proche de 1. Si la couleur est proche du point blanc, sa pureté sera proche de 0. Voilà, parce que le point blanc est neutre. Si nous traçons la droite, mais cette fois-ci dans l'autre sens, entre notre couleur, le point blanc, et le lieu du spectre, nous allons couper ici le lieu du spectre à une valeur qui correspond à la longueur d'onde complémentaire à la longueur d'onde dominante. Le diagramme de chromaticité est utilisé de nos jours pour représenter les espaces de couleurs Adobe RGB et sRGB. En synthèse des couleurs, le gamut est l'ensemble des couleurs qu'un dispositif comme un écran, une imprimante ou un appareil photo permet de reproduire. C'est cette surface. Si vous photographiez en format JPEG, l'image sera encodée selon un profil colorimétrique à choisir au départ. Vous pouvez choisir sRGB ou Adobe RGB. En 1996, Microsoft et HP ont créé le profil sRGB qui est aujourd'hui devenu un standard pour tout le matériel informatique et numérique. Donc vous allez retrouver partout le sRGB. Plus tard, le profil Adobe RGB a été créé dans le but d'intégrer la grande majorité des couleurs réalisables à partir des imprimantes CMJN. Nous voyons bien que l'Adobe RGB a un plus grand gamut que le sRGB. L'Adobe RGB permet d'obtenir des couleurs plus précises avec une plage dynamique plus étendue et de meilleurs contrastes. Comme la plupart des écrans ne sont capables d'afficher des couleurs de l'espace colorimétrique Adobe RGB, il est conseillé d'utiliser le profil sRGB si vous voulez juste publier vos photos sur Internet ou les imprimer à la maison. En 1942, David McAdam a mené une expérience dans laquelle un observateur entraîné ajustait les couleurs en faisant varier la couleur dans chaque direction de manière à créer des petites différences de couleurs à peine perceptibles. Cela a été fait pour 25 couleurs et a impliqué 25 000 observations de différences de couleurs. Lorsque les résultats ont été reportés dans le diagramme de chromaticité x, y, les données ont été dessinées dans le diagramme sous forme d'ellipses, la taille et l'orientation des ellipses variant en fonction de la couleur. Les ellipses représentent une différence de couleur à peine perceptible, c'est-à-dire que l'observateur ne voit pas de différence entre la couleur ici en bas de l'ellipse et celle qui est en haut de l'ellipse. Les ellipses sont agrandies 10 fois dans ce diagramme. Donc ces données montrent que l'œil est plus sensible au changement de XY dans la gamme des violets, ici en bas à gauche, par rapport à celle des verts, en haut. Si cet espace de couleur était uniforme, les ellipses auraient toutes la même taille. C'est-à-dire la même distance dans cet espace n'est donc pas corrélée à la différence de couleur visuelle et perceptible. Depuis l'expérience de McAdam, un travail continu a été effectué pour trouver un espace colorimétrique plus uniforme et plus équidistant. Comme nous venons de le voir avec les ellipses de McAdam, le diagramme de chromaticité n'est pas uniforme. La recherche d'un espace de couleur plus uniforme en écart de couleur a été l'un des principaux objectifs de la CIE. D'autre part, le nouvel espace devait être plus simple à interpréter et plus facile à repérer. Le nouvel espace, nommé Cielab, a été normalisé en 1976 par la CIE. Il faut mettre des étoiles sur les paramètres L, A, B pour faire la différence avec un autre espace qui s'appelle Unterlab. Le système Cielab a les propriétés d'un espace euclidien.
Chacun de ces points peut être repéré par ses coordonnées rectangulaires L, A, B ou ses coordonnées cylindriques L, C, H. L étant l'axe de la clarté, A l'axe rouge-vert, B l'axe jaune-bleu, C étant la saturation et H l'angle de teinte avec l'axe A. Voici comment transformer les valeurs trichromatiques grand X, grand Y, grand Z en LAB. Il faut le faire en 3 étapes. Tout d'abord, il faut connaître les valeurs Xn, Yn et Zn, qui sont les valeurs trichromatiques du diffuseur parfait blanc, correspondant à l'illuminant sélectionné. Puis, il faut calculer les grandeurs grand X étoile, grand Y étoile et grand Z étoile, en fonction de grand X, grand Xn, grand Yn et grand Zn. Enfin, nous pouvons calculer les valeurs L, A et B. Pour chaque illuminant et observateur, nous avons les valeurs grand Xn et grand Zn. Il faut savoir que grand Yn est toujours égal à 100, quel que soit l'illuminant sélectionné. Voici donc le premier axe de l'espace Scilab, qui est l'axe L. L'axe L, comme lightness, représente la clarté. L est toujours positif, entre 0 et 100. L'axe A, qui représente l'axe des rouges et des verts, peut être positif ou négatif. L'axe B, jaune, bleu, lui aussi peut être positif ou négatif. Voici dans le plan l'axe L et les deux axes A et B. Nous voyons aussi l'angle de teinte et la vivacité ou la saturation de la couleur. Plus je m'éloigne, plus je deviens vif. Les couleurs sont saturées, sont à l'extérieur de l'espace Scilab. Au centre, nous avons les couleurs très ternes, comme les gris. En perspective, cela donne cette sphère. Nous avons l'axe A, des rouges et des verts, l'axe B, des jaunes et des bleus, l'axe L, les blancs et les noirs, entre 0 et 100, l'angle de teinte avec l'axe A, voilà, entre 0, 90, 180, 270, 360, et la saturation, la distance avec le centre. Plus C est grand, plus la couleur est vive et saturée. En raison de l'uniformité souhaitée, le système Scilab décrit mieux notre perception des couleurs que le modèle tristimulaire grand X, grand Y, grand Z de 1931. Par uniformité, on entend que les différences de couleurs perçues sont proportionnelles aux distances numériques dans l'espace de la couleur. Connaissant les coordonnées L, A et B d'un échantillon sous un illuminant observateur donné, il est très facile de le positionner dans le repère L, A et B. Si nous avons la valeur L, nous la plaçons ici, voilà, L. Avec la valeur A, nous trouvons cet emplacement. Et ici, nous avons la valeur B. Voilà. Dans le plan, cela donne à peu près la même chose. Nous avons le L qui est ici, pour la clarté. Et là, nous avons A et B. C'est un repère orthonormé rectangulaire. Si on utilise les coordonnées cylindriques LCH, c'est à peu près la même chose. L représente aussi la clarté, donc c'est le même L. C, c'est la distance entre l'échantillon et le centre. C'est aussi ce qu'on appelle la saturation, la vivacité de la couleur. Plus cette distance est grande, plus l'échantillon est vif et pur. Et enfin, l'angle de la teinte, petit h, c'est l'angle entre l'échantillon, l'axe de l'échantillon, et l'axe A. Donc, l'échantillon est ici à peu près à 50 degrés par rapport à l'axe 0 degré, donc du A, du rouge.
Pour comparer un échantillon avec un standard sous un illuminant observateur donné, nous pouvons placer le standard et l'échantillon dans l'espace LAB et calculer la différence entre la valeur L. Voilà, nous avons un delta L ici, un delta A et un delta B. Donc le delta L, c'est le L de l'échantillon moins le L du standard. Le delta A, c'est le A de l'échantillon moins le A du standard. Et le delta B, c'est le B de l'échantillon moins le B du standard. Connaissant les valeurs delta L, delta A, delta B, nous pouvons très facilement calculer la distance entre l'échantillon et le standard. Cela correspond à l'écart de couleur ou le delta E Cielab. C'est cette distance-là. Delta E étoile, parce que c'est un delta E Cielab. À l'aide du théorème de Pythagore, que nous avons en bas à droite, ici, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés. Nous pouvons calculer cette distance. Donc le delta E étoile, ou delta E Cielab, ou delta E 1976, est égal à la racine carrée de la somme de delta L au carré plus delta A au carré plus delta B au carré. Si nous utilisons les coordonnées cylindriques, cela correspond à peu près à la même chose. Nous avons le delta L, donc le L de l'échantillon moins le L du standard. Nous prenons ensuite le C de l'échantillon moins le C du standard, ça fait delta C. Et nous avons ici la distance entre les deux angles de teinte, delta H. Cela donnera le même delta E étoile, mais il sera calculé différemment. Delta E étoile est égal à la racine carrée de la somme de delta L au carré plus delta C au carré plus delta H au carré. Si delta L est positif, cela signifie que l'échantillon est plus clair. S'il est négatif, c'est qu'il est plus foncé. Si delta est positif, c'est que l'échantillon est trop rouge, sinon il est trop vert. Si delta B est positif, c'est que l'échantillon est trop jaune et sinon il est trop bleu. Alors delta C positif, cela signifie que l'échantillon est trop vif et sinon trop terne. Le delta H, dépendant de l'écart de teinte des couleurs à partir de l'emplacement de la couleur, c'est un peu plus compliqué à pouvoir dire s'il est trop rouge, trop jaune ou trop bleu. En positionnant le standard au centre du graphique de différence de couleur, il est très facile de comparer un échantillon avec un standard. Nous avons ici l'échantillon et au centre, là, le standard. Grâce aux axes L, A et B, nous pouvons même donner des commentaires. Ici, l'échantillon est un petit peu trop clair par rapport au standard. L'échantillon est là, il est un petit peu trop rouge et trop bleu. La zone verte correspond à la zone d'acceptabilité définie par l'utilisateur. Ici, la tolérance est basée sur la valeur du delta E avec comme maximum 1, une unité. Au cours du 4e webinaire, nous étudierons les différents systèmes d'acceptabilité et le choix des tolérances, afin de se rapprocher le plus possible du jugement visuel. Nous verrons les différences entre les écarts de couleur Cielab, CMC, CIE 94 et CIE 2000. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le 1er juin et nous vous remercions. Bonne journée. Au revoir.